Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette Bipolar Web TV en direct de Quai du Polar, dans l'espace auditorium de la FNAC Bellecour. On est en direct, vous pouvez venir nous voir et vous avez tout intérêt. En plus, on a un petit déj ce matin, donc vraiment, c'est le moment de venir. On a plein d'interviews et des rencontres à vous proposer toute la journée, donc dans cet espace FNAC Auditorium à Bellecour. On est vraiment très contents. Et cette première interview pour ouvrir cette journée ce samedi, j'ai une invitée spéciale qu'on connaît bien sur Bipolar, à l'occasion de son 4e roman, après L'Art du meurtre, Le sang des Belasco, ou bien encore Délivre-nous du mal. Je vais vous dire tout de suite le 4e, mais avant, je voudrais vous préciser qu'elle est graphiste, qu'elle a une passion secrète pour Lovecraft, qu'elle a été finaliste de plein de prix, Babelio, Cognac, etc. Et qu'aujourd'hui, elle vient nous présenter L'île des souvenirs, publiée chez l'Archipel. Christelle Duchamp, bonjour. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Alors on est une demi-heure ensemble, les internautes vont pouvoir poser des questions, vous qui êtes dans la salle vous pouvez aussi poser des questions, on prendra le temps. L'île des souvenirs, on a commencé à l'évoquer un petit peu hier, on avait une jolie table ronde autour des Louvres du Polar. C'est un polar autour de la valeur du souvenir, de la reconstruction de ces souvenirs, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, mais comment est née l'idée de ce polar ? Alors, souvent, mes idées naissent d'un questionnement sur la société ou voilà, une problématique qui m'interroge, que ce soit l'art, la jalousie en famille. Voilà, tu as évoqué mes précédents romans et qui s'inscrivaient là-dessus. Aussi, le féminisme, l'extrémisme dans les causes. Et là, sur l'île des souvenirs, le sujet m'est arrivé complètement par hasard. J'écoutais un podcast qui s'appelle Transfert, c'est sur slate.fr, un très bon podcast sur des récits de vie. Et j'adore écouter en fait les récits de vie et les histoires des gens. Et là, c'était l'histoire d'une jeune femme qui, à 25 ans, a une vie un petit peu houleuse. Et lors d'une overdose d'héroïne, elle va avoir un blackout. Et elle va se revoir à l'arrière d'une voiture en train de se faire violer. Elle a 14 ans. Et elle a vraiment ce souvenir-là. Enfin, non, elle a cette image-là. Et en fait, en décortiquant un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, elle se rend compte que ce n'est pas juste une vision de l'esprit, c'est vraiment un souvenir. Et elle va se rappeler que voilà, elle a été violée à l'âge de 14 ans. Et elle a remisé ce souvenir dans sa mémoire pendant 10 ans. Et en fait, cette histoire m'a fascinée parce qu'elle explique toute la complexité du cerveau humain, tous les systèmes de défense qu'on peut mettre en place pour survivre à un traumatisme. Et voilà. Et c'est cette problématique-là dont j'ai eu envie de parler dans l'île des souvenirs. Ça, c'est l'idée de départ. Après, il faut mettre en place une histoire, ouais. Les briques. On va venir, l'histoire de Delphine, 22 ans. Comment elle se met en place, cette histoire-là ? Il y a l'idée de base, puis après, c'est l'héroïne qui s'impose. C'est des scènes que tu as envie de raconter et il n'y a plus qu'à faire le cheminement entre elles ? Alors, moi, ça se passe en 2 temps. Un premier temps où... ça va vraiment tenir en quelques phrases. Donc, j'ai envie de parler du souvenir et de l'amnésie dissociative. Là, c'est comme disait Sonia hier, il y a vraiment une part parfois d'immaîtrisable pour nous, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment comment on arrive à cheminer vers une idée. Mais voilà, on se dit, je parlerai bien de tel sujet, avec tel personnage. Et moi, j'ai toujours le début et la fin, et donc ça tient vraiment en 4-5 lignes. Donc, j'ai X qui va faire ça, et à la fin, il va tuer Y. Voilà. Et ça, c'est mon pitch global, c'est-à-dire mes 250 pages sont résumées sur ces 4 lignes-là. Ensuite, je travaille sur la construction, puisque j'essaye d'avoir une construction différente sur chaque roman. Donc, que ce soit par le système de chapitrage, par système chronologique ou antéchronologique, voilà, ou roman choral. Et après, la construction, du coup, va définir mon angle d'attaque. Là, par exemple, sur l'île des souvenirs, on est sur un récit chronologique. Et j'expliquais hier, justement, je me suis demandé comment fonctionnait une enquête de police. Et je me suis dit, en fait, on a une victime, un témoin, des enquêteurs, éventuellement des personnes annexes à l'enquête. Et tout ça, ça nous fait une histoire, ça nous fait un polar. Comment on peut traiter ça de manière plus originale que finalement, même si attention, je l'ai fait et je le referai et j'adore ce système-là, mais plutôt que le flic qui est dépêché sur le meurtre, qui trouve le cadavre, etc. Et je me suis dit, finalement, une enquête, c'est une succession de protagonistes. Donc la victime va raconter le début du récit qu'elle a vécu, puis le témoin va raconter ce qu'il a vu, et comme ça, tous les personnages vont se mettre en place à la suite, en fait.
On reparlera de la structure parce que elle est évidemment très importante. Je voudrais qu'on commence par le début. La victime, Delphine, 22 ans, une famille un petit peu aisée, elle se libère, elle est étudiante, elle fait la fête à Lyon et puis mauvaise rencontre. Exactement, oui. Donc tu parlais tout à l'heure de comment on construit une histoire et j'expliquais donc ce podcast. Il est clair que mon personnage principal, mon personnage moteur, celui qui allait lancer l'intrigue et autour de qui allait tourner l'intrigue, il fallait que ce soit... donc là, c'était une héroïnomane qui avait raconté son histoire. Mais du coup, oui, j'avais envie que ce soit quelqu'un qui soit aux prises avec de l'alcool et puis des troubles sur sa gestion de sa sexualité. Et qui, du coup, oui, a eu une adolescence compliquée avec une famille très conservatrice. Et finalement... c'est ces personnages-là qui sont intéressants parce qu'ils sont bancals. Donc, on a d'un côté l'étudiante première de la classe, voilà, éducation très stricte, etc. Et d'un autre côté, la jeune fille qui s'émancipe et qui vit sa liberté, qui, du coup, sur cette bancalité-là, s'impose des erreurs et des bêtises et qui vont faire démarrer le récit. Ouais, parce qu'elle rencontre la mauvaise personne et elle se Voilà. retrouve... dans une chambre, attachée au radiateur. Voilà. Et là, c'est pas bon signe, parce qu'en plus, en général... Sauf si t'es consentant. Enfin, oui, après, ça dépend du radiateur, évidemment. Mais il y a une autre personne qui la rejoint. Ouais. Et là où c'est fort, c'est qu'on sait qu'il y en a une des deux qui va pas survivre. Donc tout de suite, il y a une tension narrative dans le texte. Oui, une tension narrative. En effet, elles sont donc Delphine, la première, qui est enchaînée à ce radiateur dans une maison abandonnée qu'elle ne connaît et ne reconnaît pas. Et rejointe très vite par Maëlys, qui, pour le coup, les deux jeunes femmes se connaissent très bien même. Et en effet, il va y avoir le suspense et la fameuse tension qui va s'installer, puisque, comme elles se connaissent, pourquoi, qui leur en veut, pourquoi toutes les deux. Donc voilà. Et là, dans ce que j'expliquais sur la construction du récit, où on va avoir justement donc que le point de vue de la victime, mais là, quand va s'ajouter le point de vue de la seconde victime, qui va endosser un autre rôle plus tard, ça enrichit le récit, parce qu'on n'a plus qu'un seul point de vue, on en a un autre. Et quand le point de vue est enrichi, pour nous, auteurs, c'est un bac à sable, quoi, parce que du coup, on peut manipuler notre lecteur, on peut l'emmener là où on veut. Et une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment la partie enquête avec la reconstruction petit à petit des souvenirs. Moi, je voulais vraiment t'interroger sur la notion même du souvenir. Une vérité un peu bancale, un souvenir, ça se reconstruit. Un souvenir, ça peut être faux. On peut totalement le construire. Il peut être très vrai. Il peut dire aussi autre chose. Ouais. Comment tu as travaillé cette matière un petit peu mouvante? Est-ce que c'est ça qui t'intéressait? Oui, c'est ça qui m'intéressait. Et d'une manière générale, dans mes textes, c'est l'aspect psychologie. La psychanalyse, la psychologie, c'est un domaine qui me fascine. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça aussi que j'écoute des podcasts de récits de vie, parce que voilà, essayer un petit peu de décortiquer les gens, ou du moins comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont traversé telle épreuve, ça me fascine. Donc, oui, traiter le souvenir, tu l'as très bien résumé, le souvenir a des contours très très flous. Il a des contours flous, il a des contours subjectifs. Il peut contenir des failles, des erreurs, tu l'as dit, avec les faux souvenirs. Donc c'est un milieu qui est super riche. Et sur le sujet, je me suis énormément documentée, notamment avec les écrits de Freud, qui a consacré une grosse partie de sa psychanalyse à mémoire, oubli, voilà. Il y a un recueil qui a paru d'ailleurs sur ces analyses, on va dire, sur ces psychanalyses, qui est fascinant. Et voilà, il a mené plein d'expériences sur ses patients, expériences psychologiques, j'entends, oh quoique. Mais voilà, donc voilà, c'est un mélange de tout ça, un mélange de passion pour la psychologie, de documentation, et puis après d'intrigue, c'est-à-dire comment je vais m'en servir au niveau dramaturgique pour porter la notion de souvenir. Il y a un titre, et tu as toujours des super titres, mais... il y a un titre, c'est l'île des souvenirs. Ça veut dire que tu as considéré le souvenir comme une île, un endroit difficilement accessible? Exactement, ouais. Avec la couverture qui reprend cette notion-là, avec cette barque qu'on peut interpréter de plein de façons. Est-ce que c'est le psychiatre? Est-ce que c'est l'enquêteur? Qui est à bord de cette barque? Est-ce que c'est nous-mêmes qui allons vers cette île? Et oui, c'est vraiment un voyage. On parlait hier de voyage métaphorique, de voyage intérieur. Et contrairement au livre de Sonia Delzong, Thanatea, c'est
quoique c'est en partie elle aussi Ouais, métaphorique, je pense, mais là, oui, l'île des souvenirs, c'est vraiment la partie à l'intérieur de soi à laquelle on accède pour trouver des réponses. Et pas forcément que dans le souvenir, d'ailleurs, je mets vraiment l'accent dans le récit. C'est aussi dans le fait de consulter un psychologue quand on en a besoin. J'avais envie de porter le message aux gens qui me lisent finalement que parler, c'est important et c'est bien. Et que finalement, cette île des souvenirs, ça peut être aussi l'île de la parole. C'est-à-dire que Maëlys, on va l'aider à parler, à s'exprimer sur son trauma. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, à encourager les gens à parler et à s'exprimer. Un petit mot sur les lieux, parce qu'il y a cette île qui est métaphorique, mais ça se passe à Lyon. Oui. Je vais le dire, mais tu es stéphanoise, donc tu connais bien aussi Lyon. J'ai vécu 3 ans à Lyon. Ouais, c'est une aide, ça, de bien connaître les lieux pour placer son polar. Est-ce qu'il aurait pu être le même à Amsterdam ou à Tokyo? Alors, c'est un peu comme le choix des personnages, c'est assez viscéral le choix du lieu. L'art du meurtre se passait à Paris. Le sang des Belasco était un huis clos, bon, en Provence, mais c'était un huis clos, donc il n'y avait pas forcément besoin de lieu géographique. J'ai pas vraiment de préférence à si je connais les lieux, c'est mieux ou moins bien. C'est assez viscéral en fait. Si j'avais envie de la porter à Lyon, c'est plus une histoire d'affect. Voilà, peut-être que la prochaine ce sera à Bordeaux parce que j'aime bien Bordeaux. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est un affect. Et puis surtout, Delphine est étudiante en art. Donc ça faisait un petit peu écho à mon histoire, même si on a des trajectoires très différentes. Hein. Mais voilà, il y avait des petits échos qui étaient sympas à mettre en place. Je voulais revenir sur la construction. Donc tu l'as dit d'abord la victime, la témoin, l'enquête. Comment toi tu as écrit ce roman et comment tu as réussi à... Est-ce que tu as écrit une première partie et puis tu es parti à la troisième, puis tu es revenu à la deuxième? Comment tu as fait? Alors je travaille toujours de manière très chronologique. Le papillonnage, je ne sais pas faire du tout. J'ai un plan qui est assez large. Comme je le disais, j'ai mes 5 petites phrases, mes 5 petites lignes de départ pour savoir comment tout ça va, où je vais, enfin d'où je pars et où je vais. Après, je vais rédiger un plan semi-détaillé qui fait 2 pages à peu près. Et après, je suis ce plan dans son ordre chronologique. Et c'est aussi une façon pour moi de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire, si je compose au fur et à mesure, normalement, je maîtrise mon récit et finalement, je découvre mon récit avec mes personnages. Donc oui, c'est vraiment... Après, bien sûr, dans la relecture, je vous passe les 3 millions de phases de relecture qu'il peut y avoir sur un roman. Mais bien sûr, on revient en arrière, on déplace des parties parce que ça, c'est pas cohérent ici. On va remodeler après le tout. Mais sinon, non, très chronologique dans l'écriture, tout le temps. Tu dis que tu as découvert des choses avec tes personnages, mais là, on est sur l'inconscient et sur les souvenirs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux à la relecture en disant j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est tout le temps, en fait. À la relecture, c'est une souffrance pour les auteurs, parce qu'on a l'impression de toujours avoir pas assez bien fait, en se disant mais tiens, je suis en train de lire un truc là où j'ai fait ça. Bah non, parce que finalement, une fois que le récit est terminé, c'est plus cohérent avec ce que j'avais écrit au début. Donc oui, en effet, parfois, il y a des trucs qui s'ajustent. Ou alors des clichés qui se sont mis en place sur des personnages. Et on se dit, mais non, là, non, faut pas l'emmener là, le pauvre personnage. Ouais. En préparant l'interview, j'ai été voir pas mal d'avis de lecteurs et de lectrices qui parlent de surprises, qui sont parfois épatés dans la manière dont tu as construit ton livre. Est-ce que tu penses à nous, pauvres lecteurs et lectrices, quand tu écris en disant là je vais bien les avoir, je vais réussir à les entraîner sur ça, quoi. Oui, complètement. Et parce que souvent je dis que moi je suis lectrice avant d'être autrice et ce que je cherche dans mes lectures, c'est la manipulation. Dans mes lectures de polar en tout cas, c'est cette manipulation-là, c'est qu'on joue avec moi. Presque j'ai envie d'insulter l'auteur à la fin, lui dire ah mais t'as été là, mais je m'y attendais pas. Et en tant que lecteur, c'est moi je suis comblée quand ça se passe comme ça. Donc j'essaye de mettre ça en place moi en tant qu'autrice, ce jeu avec le lecteur. Et faut pas oublier que c'est de la littérature noire et voilà, tout ça n'a rien de sérieux. Hein, on est là pour s'amuser. Hein. Ça veut dire qu'il y a une petite tension au moment où le livre sort en disant est-ce que ça va marcher? Pas bien Oui. Et c'est
Maintenant, je commence à m'habituer un petit peu à toute cette phase de sortie, de parution, à l'aborder plus sereinement. Mais ça, c'est un point qui reste toujours, de se dire, est-ce que j'ai fait le job, en fait ? Est-ce que je ne me suis pas trompée ? Est-ce que les gens vont bien être surpris ? Ça, c'est le seul point qu'on ne gère pas, finalement. Et où il y a un petit peu de tension. Ouais. Ça veut dire que tu te jettes sur les chroniques ? Alors, c'est vrai que juste avant la sortie, il y a toute une vague de services presse. Et là, oui, en effet, sur Babelio notamment, sur Bipolar, je jette un œil pour prendre un peu la température. Et puis après, je m'en détache très vite parce qu'on ne peut pas non plus se laisser inonder par tous ces avis. Sinon, comme je disais hier soir avec mon confrère Olivier Ball, parfois on arrêterait d'écrire parce que les critiques négatives sont quand même en moindre nombre, mais elles touchent parce qu'on est perfectionniste, on a envie que tous les lecteurs soient heureux et aiment le livre. Donc quand il y en a une, on se dit mince. Donc voilà, après, en lire certaines, mais se détacher aussi. Ouais. Puisqu'on parle des lecteurs et des lectrices, on a une question. Si dans la salle vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main. Mais Jessica, il y a une question sur les réseaux. Oui, il y a une question de lecteur Chris qui demande « Bonjour Christelle, pourriez-vous nous parler de la place importante de l'art dans tes romans ?» L'art, oui. Alors, c'est le sujet du premier. C'est le sujet du premier. Et comme je te disais, en fait, moi, j'ai fait mes études juste à côté, là, à l'école Bellecour, qui est juste en face dans la rue de la République. Donc, 3 ans d'art appliqué. Et l'art a toujours été inscrit en moi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et en effet, le premier, l'art du meurtre, c'était vraiment... on parlait de problématiques tout à l'heure de société. Et l'art du meurtre, c'était vraiment un questionnement sur l'art, les performeurs qui se mutilent, qui se mettent en scène, qui vendent leur sang, mangent leur sang, enfin voilà. Et je me suis dit, mais cette violence-là, cet extrémisme dans l'art collerait super bien finalement au jusque-boutisme d'un tueur en série. Et j'ai lié les deux en fait. Et l'art, après, a toujours été un fil conducteur, parce que comme tous mes romans sont différents et indépendants, j'essaye d'avoir ce fil conducteur. Dans Le sang des Belasco, c'est sur l'architecture. Dans Des livres-nous du mal aussi, on a l'urbex, la photographie et quelques tableaux disséminés par-ci par-là. Et dans L'île des souvenirs, c'est bien sûr une référence à L'île des morts de Böcklin, qui va être un des personnages. Et ça, j'avais envie de faire un roman avec pour personnage un tableau. Parce que j'aime bien aussi avoir des personnages peu communs. Dans Le sang des Belasco, j'avais un personnage qui était la maison des Belasco, et qui s'exprimait. Et là, c'était intéressant d'avoir une œuvre d'art qui va servir de support pour les personnages et puis qui va jouer son rôle. Est-ce que ça veut dire qu'une œuvre d'art peut déclencher une scène, une histoire, un récit ? Complètement. Et là, on parlait du podcast qui m'a inspiré la notion de souvenir, mais je crois aussi, je suis tombée sur un documentaire sur l'île des morts de Böcklin, qu'on trouve sur YouTube, qui est très très bien, c'est un docu Arte, et qui décortiquait un petit peu toute la métaphore autour de cette œuvre, l'état d'esprit dans lequel était l'artiste, et aussi toutes les variations qu'il y a eu autour de cette œuvre. Parce qu'alors, on parlait tout à l'heure de Lovecraft qui a créé une cosmogonie, mais il y a une cosmogonie autour de cette œuvre qui est absolument dingue, qui traverse les genres, les registres, enfin la musique, les médias, enfin traverse tout. Et finalement, ce mystère et cette pléthore d'adaptations m'a donné envie de moi aussi y aller, quoi. Je pense que j'aurais dessiné ou j'aurais été peintre ou j'aurais peut-être fait ma version de l'île en fait. Mais comme j'en suis pas capable, j'ai fait un texte. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? C'est le moment. Oui, Jas, si tu veux. Laurence. Non, ici. Au premier rang. Dans l'île des souvenirs, vous parlez directement au lecteur. Comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée, c'était aussi de coller à la psychologie au sens large, donc, et à la psychologie des personnages. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, de mettre le lecteur sur la voie de la discussion, de la parole, de l'importance des mots et de faire réaliser au lecteur qu'il est important de s'exprimer et de mettre des mots sur ses traumas, sur son vécu, etc. Et de parler au lecteur, oui, c'était un petit peu renforcer ce contexte psychologie, psychanalyse, c'est-à-dire, cher lecteur, tu es avec moi. Assieds-toi dans le divan ou alors tu es en train de lire dans ton canapé au coin du feu. Donc c'était vraiment pour contextualiser tout cet aspect psy au sens large. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question? Et pardon, j'ajoute Vas-y, aussi, pardon. parce que je suis restée sur le côté psychologie, mais c'était aussi le point numéro 2, une façon d'instaurer la confiance. Parce qu'en m'adressant au lecteur, je le prends par la main, je suis sympa avec lui, je lui fais des petites blagues. Et puis c'est bon, alors Christelle, elle est sympa, on va lui faire confiance et on va la suivre. Et en fait, on va la suivre pour mieux et puis pour se faire manipuler, en fait. Faites-vous manipuler par Christelle. Désolée. Celui-ci, il vient de sortir. Il y en a peut-être un prochain en prévision. Il est en chantier, Ah, il est en chantier. mais vraiment en chantier. Il y a, je sais pas, je dirais un 5e d'écrit. Mais après, je suis Allez, invitée piste. chez Bipolar, Mais donc oui. je n'ai pas le temps d'écrire, Jérôme. C'est de notre faute, évidemment. Bah oui, Ah ouais, c'est leur évidemment. faute. Hein, en plus, il y a un petit apéro, un petit bah, déjeuner après. Donc, voilà, on va comment pas s'en veux-tu sortir. après Exactement, mais c'est notre faute. Merci beaucoup, Christelle. Merci Jérôme, merci à tous. Merci à vous d'être restés pour cet entretien. Merci à vous qui êtes en ce moment derrière les réseaux en train de nous lire et de nous regarder en direct. J'en profite pour saluer et Jonathan et Jérémy qui s'occupent de la technique, et Jessica et Kémy et Laurence qui sont évidemment avec moi ce matin et depuis hier pour vous faire vivre ces quais du polar en direct. La Web TV, on fait une petite pause, on va revenir très vite et puis je vous invite à venir à la Fnac Bellecour à l'auditorium, c'est en direct, c'est gratuit et c'est plein de chouettes moments toute la journée encore aujourd'hui. Merci à tout le monde et bonne journée.